Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La première fois que j'ai vu une traction avant, ce n'était pas dans un musée, ni dans un beau livre relié cuir. C'était derrière, une boucherie, un matin de pluie, dans une ruelle qui sentait le sang froid, le gasoil et la lessive. La voiture était là, basse comme une bête tapie. On aurait dit qu'elle s'était couchée exprès pour survivre. Sur l'aile, une main avait laissé une empreinte graisseuse, et sur le pare-choc, il y avait encore une trace brunâtre. Pas de la rouille, non. Quelque chose de plus organique, plus humain. Et pourtant, quand le propriétaire a tourné la clé, le moteur a toussé une seconde, comme un vieux qui crache ses poumons, puis il a pris d'un coup net, vivant. À ce moment-là, j'ai compris deux choses. 1. Vous êtes bien au bon endroit, parce que cette voiture n'est pas une légende abstraite. Elle est réelle. Elle a une odeur, un poids, une histoire. 2. Vous n'êtes pas prêt pour tout ce qu'elle a vu. Parce que la traction, en France, c'est à la fois un symbole de modernité et un témoin de choses qu'on préfère oublier, et si vous restez jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi une voiture peut devenir une icône nationale, et pourquoi certains Français la regardent encore avec un frisson. Imaginez la France au début des années 30. Pas la France des cartes postales, pas les terrasses ensoleillées et les chansons légères. Une France qui serre les dents. Une France qui a encore des cicatrices sous la chemise, des cicatrices de 14-18, et qui avance avec une méfiance sourde. Les villes se modernisent, oui, mais la modernité n'est pas douce. Elle est brutale, mécanique, pressée. La crise économique arrive comme une vague grise, lourde, qui mouille tout, les poches, les projets, les visages. On travaille quand on peut, on économise quand on peut, et surtout on veut du sûr. La voiture, à cette époque, ce n'est pas encore un droit. C'est un privilège, un outil, parfois une folie. Dans les rues, on voit des silhouettes hautes sur pattes, des châssis séparés, des carrosseries montées comme des armures sur des squelettes. Elles roulent, oui, mais elles roulent avec cette rigidité d'un monde ancien. On grimpe dedans, on ne s'y glisse pas. On se tient droit, on encaisse les bosses, on sent la route dans les dents, et pourtant, quelque chose change dans l'air. Les routes s'améliorent, lentement. Les distances rétrécissent. Les villages ne veulent plus être des îles. Les familles rêvent d'aller voir la mer sans que ce soit une expédition. Les représentants de commerce veulent avaler des kilomètres sans finir cassés en deux. Les médecins veulent arriver vite, la nuit, sur des chemins mauvais, sans prier à chaque virage. Et il y a un autre besoin, plus silencieux, plus profond. La France veut croire qu'elle peut être moderne sans se renier. Elle veut une machine qui ressemble à l'avenir, mais qui parle français. Parce qu'il y a un orgueil, là-dedans, un orgueil national, industriel, presque sentimental. L'Allemagne et l'Amérique avancent, expérimentent, imposent leurs idées, et la France, elle, ne veut pas seulement suivre, elle veut marquer, elle veut surprendre, elle veut faire mieux, mais à sa manière. Au centre de cette tension, il y a un nom, Citroën. Ce n'est pas juste une marque. C'est déjà un personnage. André Citroën, c'est l'homme qui a compris que l'automobile n'était pas seulement une affaire d'ingénieur, mais une affaire de rêve collectif. Il a mis son nom partout. Il a éclairé la tour Eiffel avec des lettres géantes, comme un magicien qui écrit son sort dans le ciel. Il a fait de la publicité comme on fait de la guerre, avec stratégie, audace, obsession. Mais derrière les néons et l'assurance, l'entreprise est sous pression. La concurrence est féroce, les coûts explosent, le monde entier se crispe, et le public, lui, devient paradoxal. Il a peur de dépenser, mais il exige plus. Il veut une voiture qui tienne, qui ne se retourne pas sur un coup de vent, qui freine droit, qui colle au bitume au lieu de danser, sur ses suspensions comme une carriole nerveuse. Il veut du confort, mais pas du confort fragile. Il veut de la vitesse, mais pas de la vitesse suicidaire. Il veut de la nouveauté. Mais il veut aussi être rassuré. Et surtout,
il veut être surpris par quelque chose qui fonctionne. C'est là qu'apparaît le vide, la faille, le besoin. La France roule encore beaucoup dans des voitures qui, structurellement, appartiennent au passé. Châssis séparés, centre de gravité haut, comportement parfois imprévisible sur route mouillée, le pays, lui, devient plus mobile, plus pressé, plus nerveux. Les accidents existent, bien sûr, mais on en parle autrement, comme d'une fatalité. Pourtant, dans les cafés, on raconte les histoires. Il a pris le virage trop vite. La voiture s'est mise sur le côté. On a retrouvé le toit plié. Les mots ne disent pas tout, mais les regards, eux, complètent la phrase. Alors le besoin est simple, presque animal. Rester sur ses roues. Et à ce besoin s'ajoute une réalité économique. Il faut produire plus vite, plus efficacement. L'automobile n'est plus un artisanat de luxe. C'est une industrie qui doit nourrir des ateliers entiers, des ouvriers, des sous-traitants, des villes. Si Citroën veut survivre, il lui faut un coup de tonnerre. Pas un petit progrès, pas une version améliorée. Il lui faut une rupture, quelque chose qui force le marché à se retourner. Et là, dans l'ombre des ateliers et des comptes, une idée commence à rôder, une idée presque insolente. Et si on abaissait la voiture? Et si on supprimait ce châssis lourd et archaïque? Et si la caisse elle-même devenait la structure, comme un corps sans armure, plus léger, plus rigide? Et si, au lieu de pousser la voiture, on la tirait, traction avant, roues avant motrices, comme si l'avant ouvrait la route et l'arrière suivait, enfin discipliné? Aujourd'hui, ça semble normal. À l'époque, c'est une provocation, parce que l'inconfort de l'époque, ce n'est pas seulement la dureté des routes, c'est la dureté des mentalités. Beaucoup d'acheteurs, même passionnés, aiment ce qu'ils connaissent. Ils aiment pouvoir comprendre la mécanique comme on comprend un vieux fusil. Simple, direct, réparable au bord du chemin. Une voiture trop nouvelle, c'est une voiture suspecte. Une voiture trop basse, c'est une voiture fragile. Croit-on? Une traction avant, c'est une complication. Pense-t-on? Et une carrosserie monocoque, c'est presque une hérésie. Comment réparer si tout est dans la coque? Comment faire confiance à une idée qui ressemble à un pari? Pourtant, la pression continue de monter. Citroën a déjà l'image du constructeur audacieux, mais l'audace coûte cher. Et c'est là que le besoin prend une forme dramatique. Ce n'est plus seulement le besoin du public, c'est le besoin de l'entreprise. Citroën doit frapper fort ou plier. La marque est comme un coureur essoufflé qui voit la ligne d'arrivée, mais sans ses muscles se déchirer. Et dans cette course, il y a un autre besoin, plus intime, plus français, le besoin d'élégance utile. La France ne veut pas seulement une voiture efficace, elle veut une voiture qui a une ligne, une silhouette, une présence, quelque chose qui ne ressemble pas à un outil agricole motorisé, quelque chose qui puisse se garer devant un hôtel sans avoir l'air honteux, mais qui puisse aussi avaler la pluie, la boue, les pavés. La traction avant même d'être une voiture, répond à cette obsession nationale. Faire du pratique quelque chose de beau. Imaginez un conducteur de 1933. Il a peut-être connu les chevaux dans son enfance, il a peut-être vu des uniformes, il sait que le progrès peut être merveilleux et cruel. Il veut un véhicule qui lui donne l'impression de maîtriser son époque, pas de la subir. Quand il tourne le volant, il ne veut pas négocier avec la machine, il veut commander. Or, les voitures de l'époque exigent souvent de composer. Elles tanguent, elles grincent, elles demandent de l'anticipation, de la force. Elles sont comme des meubles roulants. Et le conducteur, lui, rêve d'une voiture qui se conduit comme une décision. Ferme, précise, nette. Il y a aussi un besoin social. La France des années 30, c'est un pays de contrastes. Certains roulent, d'autres marchent. Certains ont l'électricité, d'autres comptent encore les bougies. L'automobile devient un signe, un révélateur. Posséder une voiture, c'est dire « je peux bouger, je peux m'échapper, je peux choisir ». Et dans les périodes de crise, ce pouvoir devient presque une drogue. Citroën le sait. Et c'est là que l'histoire se met à accélérer, comme si quelqu'un appuyait sur une pédale invisible. Mais le twist, le premier vrai, c'est celui-ci. La traction avant ne naît pas seulement d'un rêve de modernité. Elle naît d'une peur panique. Pas une peur romantique, une peur comptable, une peur de faillite, de faim, de silence, une entreprise entière qui sent le sol se dérober. Quand une marque se retrouve au bord du gouffre, elle a deux choix.
Ralentir, se protéger, devenir prudente, ou sauter dans l'inconnu. En espérant que l'air vous portera, Citroën choisit de sauter. Et ce saut va demander une chose rare. Réinventer la voiture en gardant la France à l'intérieur. Réinventer sans trahir. Réinventer sans casser la confiance. Réinventer tout en courant, parce que le temps manque, parce que les concurrents n'attendent pas, parce que le monde, lui, n'a aucune pitié. Alors, dans les couloirs, dans les bureaux, dans les ateliers, on commence à murmurer, pas encore le nom traction avant comme une icône, plutôt comme un code, une arme secrète, une promesse, la nouvelle, la voiture basse, le projet. Et dans ces murmures, il y a déjà un parfum de scandale, un parfum de danger. Parce que si ça marche, Citroën change la France. Et si ça rate, Citroën disparaît. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une tension réelle, lourde, qui colle aux mains comme de l'huile. À ce moment-là, une dernière image. Regardez les routes françaises de l'époque comme des cicatrices sur la peau du pays. Pavés, gravillons, boue, pluie, virages serrés, descente. Le pays n'est pas un circuit, il est une épreuve. Et au milieu de cette épreuve, on s'apprête à lancer une voiture qui prétend défier les règles de l'ancien monde, une voiture qui va devenir culte, parce qu'elle a été conçue comme une réponse à une question presque violente. Comment rester debout quand tout vacille? Et maintenant, la vraie histoire commence, celle de la création. La partie où l'idée doit prendre forme, où les hommes se heurtent aux lois de la matière, où l'audace se transforme en métal, en boulon, en sueur, et où chaque erreur peut coûter une fortune ou une vie. Alors l'idée cesse d'être une rumeur et devient une obligation. On ne parle plus d'un futur modèle, on parle d'une planche de salut. Dans les bureaux, le papier se couvre de chiffres qui ressemblent à des verdicts. Dans les ateliers, les gestes s'accélèrent. Et dans la tête des ingénieurs, une phrase tourne en boucle. Si on ose vraiment tout changer, il faut que tout tienne ensemble du premier coup. C'est là le paradoxe monstrueux de ce projet. Il n'est pas seulement ambitieux, il est pressé. Une innovation peut parfois se permettre d'être lente, de s'éprouver, d'apprendre. Ici, non. Ici, on invente avec l'horloge collée au front, et quand on invente vite, on se coupe. Pour comprendre la violence de cette naissance, imaginez l'automobile comme un animal de somme, jusque-là construit autour d'une colonne vertébrale, un châssis séparé. On posait la carrosserie dessus comme une boîte sur une charrette solide. C'était logique, rassurant, mais lourd, haut, rigide dans le mauvais sens. Citroën veut briser ce schéma. Il veut une caisse, qui est la structure, une coque tendue, une armure monobloc. C'est une révolution silencieuse. Moins de pièces, mais plus de précision. Moins de gros métal qui pardonne, plus de métal fin qui exige. Et puis il y a l'autre blasphème, la traction avant. À l'époque, pour beaucoup, faire tirer les roues avant, c'est comme demander à un cheval de tirer une carriole en marchant à reculons. Certains jurent que ça va patiner, que ça va casser, que ça va tirer le volant des mains dans chaque nid de poule. D'autres s'inquiètent d'un mot simple qui fait peur. Nouveau. Mais le projet avance comme un train sans frein. Parce que derrière l'innovation, il y a une économie qui saigne. Et dans une entreprise qui saigne, les décisions ne sont plus seulement techniques, elles deviennent existentielles. On réunit les cerveaux. On échange des croquis, des maquettes, des pièces usinées à la va-vite. On discute de géométrie de suspension comme on discuterait de stratégie militaire. On veut une voiture basse, stable, qui colle au sol. Alors on dessine des trains roulants indépendants, des solutions qui absorbent les bosses au lieu de les renvoyer dans la colonne vertébrale du conducteur. On veut une direction plus précise, une tenue de route qui donne l'impression d'être sur des rails. Et surtout, on veut que la voiture reste contrôlable quand la pluie transforme les routes en savon. Là, un détail révèle tout. Pour que cette voiture soit basse, il ne suffit pas de baisser la carrosserie. Il faut repenser la place du moteur, la forme du capot, l'accès à la mécanique, la rigidité de la coque, la répartition des masses. Chaque choix entraîne une cascade de conséquences. C'est une mécanique de domino. Un ingénieur déplace un point d'ancrage de quelques millimètres. Et soudain, une pièce touche. Un arbre de transmission vibre. Un bruit apparaît, un roulement chauffe. Une révolution automobile n'est pas une idée.
c'est une montagne de petites humiliations. Et la scène, elle, est spectaculaire. Une usine qui doit apprendre un nouveau langage. Les ouvriers, habitués à assembler un monde connu, se retrouvent face à des méthodes qui demandent des gabarits plus stricts, des tolérances plus fines. Le métal, s'il est mal formé, ne se rattrape plus. Il se venge. Une coque monocoque déformée, c'est une voiture qui grince, qui fuit, qui se fatigue. Le progrès, ici, n'est pas seulement un avantage, c'est une discipline. Le projet reçoit un nom de code, une identité interne, et l'obsession devient collective. On travaille tard. On parle de la voiture même pendant les repas. On rêve de pièces. On se réveille avec des équations. Il y a des hommes qui sentent leur vie se réduire à une seule question. Ça va marcher? Et puis surgit un personnage fantôme de cette histoire. L'argent. Le financement devient une course à l'oxygène. Plus le projet avance, plus il coûte. Plus il coûte, plus il doit être parfait. Et plus il doit être parfait, plus il coûte. Cercle infernal. À chaque étape, il faut décider. On arrête et on meurt lentement, ou on continue et on risque la chute brutale. C'est ici qu'arrive un premier twist, celui qui rend l'attraction presque tragique. Elle est conçue comme une voiture du futur, mais elle doit sortir comme une urgence du présent. Et l'urgence, parfois, force les mains. On fabrique des prototypes, on les fait rouler, on écoute, on observe. Et on découvre que la route ne pardonne pas la théorie. La voiture est basse, oui, mais elle doit survivre aux pavés, aux chemins, aux bordures, aux erreurs humaines. Une voiture basse, si elle est mal pensée, se transforme en râpe. Elle gratte, elle tape, elle se blesse. Il faut trouver le bon compromis entre l'élégance et l'endurance. Et chaque compromis ressemble à une trahison. Les essais deviennent des séances de vérité. Dans le bruit du moteur, on cherche des symptômes comme un médecin écoute un souffle au stéthoscope. Un claquement? Suspicion. Une vibration? Alerte. Une fuite? Panique. Parce que ce n'est pas seulement une fuite d'huile, c'est une fuite de crédibilité. Et là, au milieu de cette tension, on décide de faire un autre choix audacieux. La voiture ne doit pas seulement être moderne, elle doit être désirable. La ligne est travaillée pour paraître basse, fluide, presque furtive. Elle ne doit pas ressembler à une boîte posée sur des roues. Elle doit ressembler à un objet cohérent, un animal aérodynamique. Un capot long, une silhouette tendue, une présence. Cette présence, elle aura un effet psychologique immense. Quand la traction apparaît, elle donne l'impression que les autres voitures sont restées au XIXe siècle. Elle n'annonce pas seulement un nouveau modèle. Elle annonce une nouvelle époque. Mais avant d'en arriver là, il faut passer l'enfer du faire. Le moteur, la transmission, les joints, les cardans, tout cela devient un terrain miné. La traction avant exige des articulations capables de transmettre la puissance, tout en permettant aux roues de braquer et de travailler en suspension. C'est là que l'ingénierie se frotte à une vérité brutale. Une voiture avant-gardiste est souvent un assemblage de pièces qui, au début, n'ont pas encore appris à vieillir. On teste, on casse, on améliore. On renforce ici, on allège là, on modifie une pièce, puis une autre, et plus la date de lancement se rapproche, plus chaque modification ressemble à une opération à cœur ouvert menée dans un train en marche. À ce stade, on raconte que l'entreprise vit dans une sorte de double réalité. Officiellement, on prépare une innovation triomphale. Officieusement, on retient son souffle. La moindre rumeur de retard inquiète. Le moindre défaut devient un scandale potentiel. Les chaînes doivent être prêtes. Les fournisseurs doivent suivre. Les équipes commerciales veulent des certitudes. Les ingénieurs, eux, vivent dans l'incertitude permanente, parce que la mécanique ne signe jamais de contrat. Elle obéit ou elle humilie. Et puis, il y a André Citroën lui-même. Silhouette à la fois flamboyante et épuisée, il incarne cette contradiction. Vendre un rêve tout en combattant le cauchemar de la trésorerie. Il pousse, il exige, il accélère. Certains l'admirent, d'autres le craignent. Dans une grande aventure industrielle, il y a toujours ce moment où la volonté d'un homme devient plus grande que le confort de tous les autres. Ce moment où la vision devient une pression, et quand la pression monte, les erreurs se cachent ou explosent. Voici l'image à retenir. Sur un établi, une pièce de métal luit sous une lampe. Elle est petite, banale, presque ridicule comparée à la grandeur du projet.
Mais si cette pièce est mal conçue, si elle casse à 90 km/h sur route mouillée, alors la voiture moderne devient une machine à drame. Dans une traction, la modernité n'est pas décorative. Elle est structurelle. Elle engage la sécurité. Elle engage la confiance. On revoit les procédés de fabrication. La carrosserie monocoque exige des presses, des techniques d'assemblage plus rigoureuses. On investit, on adapte, on improvise parfois. Et c'est là qu'un autre twist se dessine. La traction n'est pas seulement une voiture révolutionnaire, c'est une usine révolutionnaire. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement sur la route, mais sur les lignes de production. La France industrielle doit prouver qu'elle peut produire du futur en série, et pendant que l'on tente cette métamorphose, le monde extérieur ne ralentit pas. La crise continue de serrer les gorges. Les clients hésitent. Les banques surveillent. Les concurrents espèrent un faux pas. Parce qu'un constructeur qui mise tout sur un seul coup, c'est un spectacle. Tout le monde regarde, prêt à applaudir ou à rire. La mise au point s'intensifie. Des versions se dessinent. Différentes puissances, différentes finitions, des ajustements pour répondre à plusieurs types de conducteurs. La logique est claire. Il faut que la traction ne soit pas une curiosité d'ingénieur, mais une vraie voiture de la vie quotidienne, capable d'être élégante en ville, robuste sur route, stable dans les virages, confortable sur les pavés, et à mesure que l'équipe affine, elle comprend un secret. La magie de cette voiture ne viendra pas d'un seul gadget. Elle viendra de la cohérence. Une traction, ce n'est pas une voiture avec traction avant. C'est un système complet qui transforme le comportement routier, la sensation de conduite, la manière dont on se sent au volant. C'est une voiture qui donne au conducteur une impression rare, presque troublante pour l'époque. La route est maîtrisable, mais l'histoire ne serait pas aussi culte si tout avait été propre. Et voici le moment où l'ombre s'épaissit. Parce que malgré l'acharnement, malgré les nuits, malgré les essais, lancer une voiture aussi neuve comporte un risque. Les premiers exemplaires portent parfois les cicatrices de la précipitation. Et quand une marque a bâti sa réputation sur l'audace, le public n'attend pas seulement de l'audace. Il attend des preuves. Or, une preuve, c'est impitoyable. Une preuve, ce n'est pas une affiche. C'est une voiture qui démarre chaque matin, qui ne trahit pas sur l'autoroute, qui ne se disloque pas sur les pavés. Les ingénieurs le savent, les dirigeants le savent, les ouvriers le sentent dans leurs mains. Et ce sentiment crée une ambiance étrange, un mélange d'orgueil et de peur, comme avant une première au théâtre. Sauf qu'ici, si le rideau tombe mal, ce n'est pas seulement l'acteur qui a honte, c'est toute une entreprise qui s'écroule. À l'intérieur, les discussions deviennent plus tendues. On tranche, on valide, on choisit des solutions parce qu'il faut choisir. Et parfois, le progrès n'est pas le meilleur choix. C'est le meilleur choix possible avant demain matin. La traction s'approche de son apparition publique comme un animal qu'on aurait élevé en secret et qu'on s'apprête à lâcher dans une ville. On sait qu'elle est plus rapide, plus stable, plus moderne, mais on ignore comment le marché va réagir à sa différence. Parce que le marché, ce n'est pas un jury rationnel. C'est une foule d'émotions, de peurs, de fantasmes. Et dans cette foule, il y a un élément que Citroën maîtrise. Le choc visuel. On prépare la révélation comme un événement. On veut que la première rencontre soit un électrochoc. Que le public se dise « ça, ce n'est pas une voiture comme les autres ». Qu'il ait envie de s'approcher, de toucher la carrosserie, de regarder dessous, de se pencher comme pour vérifier que ce n'est pas une illusion. Mais le twist final de cette partie, le plus cruel, c'est celui que l'on avoue qu'à demi-mot. À force de courir vers le futur, Citroën risque de ne pas atteindre le lendemain, car une innovation gigantesque, financée à la limite, peut devenir une victoire. Ou un piège, comme ces ponts magnifiques qu'on termine juste avant l'effondrement des échafaudages. Au moment où la traction est prête à entrer dans la lumière, la tension n'est pas seulement technique, elle est morale, elle est presque dramatique. Si la voiture triomphe, elle sauve la marque et redessine l'automobile française. Si elle trébuche, elle offre aux concurrents la preuve que l'audace française est une folie, et c'est exactement ce qui rend la suite aussi captivante. Le public va tomber amoureux, mais pas de manière tranquille, pas de manière polie. Ce sera un amour tissé de fascination, de rumeurs, de peur, de vitesse et de légende. Car une fois la traction mise sur la route, elle ne sera plus un projet. Elle deviendra un personnage dans l'histoire de France,
Un personnage qui va se retrouver là où on ne l'attend pas. Dans les rues élégantes et dans les ruelles sombres, dans les cortèges et dans les fuites, dans les garages familiaux et dans les récits chuchotés. Et la question devient alors brûlante. Quand on lance une voiture aussi différente dans un pays aussi nerveux, est-ce le marché qui la façonne ou est-ce elle qui façonne le pays? La première traction qui sort au grand jour, ce n'est pas seulement un nouveau modèle qu'on dévoile, c'est une provocation posée sur 4 roues saintes. Elle arrive basse, longue, tendue, comme si elle avait été dessinée pour se faufiler sous les règles. Et c'est exactement ce qui se passe. Dans les rues, où les voitures dominent encore le paysage comme des armoires hautes perchées, l'attraction a l'air d'un prédateur, elle ne monte pas sur la route, elle l'épouse, elle ne semble pas rouler au-dessus des pavés. Elle glisse, elle s'accroche, elle refuse de danser. Le public, au début, ne sait pas quoi ressentir. Il y a ce silence étrange des premières secondes, celui qui précède soit l'admiration, soit le rejet. Parce que l'attraction impose une question embarrassante. Si celle-ci est possible, alors pourquoi les autres ressemblent-elles encore à des voitures de grand-père? Les premiers acheteurs ne sont pas uniquement des riches collectionneurs. Ce sont souvent des gens qui ont une raison de prendre la route, des médecins, des notaires, des représentants, des chauffeurs, des gens qui comptent sur une voiture comme on compte sur un outil vital. Et eux sentent tout de suite la différence, la stabilité, la direction. Cette impression que la voiture ne cherche pas à vous lancer hors du virage, qu'elle tient, qu'elle mord le bitume. Vous pouvez presque voir leurs mains, d'abord crispées sur le volant, puis, au fil des kilomètres, relâchées, comme si le corps comprenait. Avant l'esprit, je peux lui faire confiance. Mais cette confiance n'arrive pas gratuitement, parce que les premiers temps, l'attraction traîne derrière elle une ombre de rumeurs, celles qui naissent quand une machine nouvelle rencontre la brutalité du réel. Dans les cafés, on raconte « elle est formidable », mais on dit que « et ce mais est un poison narratif ». Un mais suffit à fissurer un mythe en train de naître. La vérité, c'est que lancer une révolution technique à grande échelle, c'est comme ouvrir un barrage. L'eau sort et vous découvrez où sont les faiblesses. Certaines séries initiales connaissent des soucis, des ajustements nécessaires, des pièces qui doivent apprendre à vivre dans les mains de milliers de conducteurs différents. Et ce détail est crucial. Une voiture n'est pas seulement testée par des ingénieurs, elle est testée par des gens qui oublient l'entretien, qui roulent trop vite, qui chargent trop lourd, qui démarrent à froid, qui prennent des routes impossibles. Le marché est un laboratoire cruel. C'est là que se produit le premier basculement dramatique. L'attraction devient un sujet de conversation nationale. Pas seulement une Citroën, mais l'attraction, on la désigne comme on désigne une chose à part. Et plus elle est commentée, plus elle attire, parce qu'une machine dont tout le monde parle devient une machine qu'on veut voir de près, ne serait-ce que pour se faire son propre avis. La polémique nourrit la curiosité. La curiosité nourrit les ventes. Et les ventes, elles, forcent l'amélioration. Alors, progressivement, l'attraction se durcit, se fiabilise, se raffine. Elle devient plus qu'une innovation. Elle devient un standard de comportement routier. Les gens commencent à comparer les autres voitures à elle, comme si elle avait redéfini la normalité. Et ce n'est pas seulement dans le confort que l'attraction impose son règne. C'est dans un détail presque cruel. La peur. La peur de perdre le contrôle. Dans une époque où beaucoup de voitures peuvent se comporter comme des bêtes capricieuses sur une route mouillée, l'attraction offre une sensation nouvelle, la maîtrise. Et la maîtrise, c'est une drogue élégante. Une fois que vous y avez goûté, tout le reste paraît archaïque. Mais voici le twist que peu de gens anticipent. En devenant une voiture qui tient la route, l'attraction devient aussi une voiture qui tient les hommes. Elle les accompagne dans leur vie quotidienne. Oui, mais aussi dans les instants où la vie déraille. Car la France, bientôt, va entrer dans une décennie qui va la déchirer. À la fin des années 30, l'air se densifie, les conversations changent de ton. On parle plus bas. On écoute la radio autrement. On regarde les frontières comme on regarde un ciel d'orage. Et quand la guerre arrive, les voitures ne sont plus seulement des objets privés. Elles deviennent des pièces dans une mécanique nationale. Déplacement, réquisition, transport, fuite, mission.
Et c'est là que l'attraction gagne une deuxième vie, bien plus sombre, bien plus mythologique. Parce que cette voiture basse, rapide, stable, devient idéale pour ceux qui doivent aller vite et rester en contrôle. Idéale pour glisser dans les rues, prendre des virages serrés, disparaître, idéale pour transporter des hommes et des secrets. Idéal pour un pays où l'ombre devient une seconde réalité. L'attraction entre alors dans une zone trouble de l'imaginaire français, celle où un même objet peut servir à des camps opposés. Elle devient le genre de machine qu'on retrouve autant dans les mains de ceux qui résistent que dans celles de ceux qui traquent. Et c'est là que naît ce frisson particulier. En France, certains symboles ne sont pas purs, ils sont chargés, ambivalents, comme une chanson qu'on aime mais qui rappelle un souvenir honteux. Vous voulez une image qui colle à la peau? Imaginez une nuit sans lune, pavé luisant, un faisceau de phare qui coupe la brume comme une lame, une traction noire, pas une voiture noire au sens de la peinture, noire au sens du récit, silhouette basse, presque silencieuse, et à l'intérieur, des hommes qui ne rient pas. La voiture s'arrête, une portière s'ouvre, une voix murmure, on remonte, le moteur repart, et la traction s'éloigne, comme si elle avalait la rue. Dans beaucoup de films, on vous vend ça comme du style, mais dans la vraie vie de l'époque, ce style sentait la peur, la sueur, parfois le sang. Et pourtant, c'est là que le mythe prend une force incroyable. Parce qu'une voiture associée à l'intensité historique d'un pays ne peut plus être juste un produit. Elle devient un objet narratif, elle devient un décor de mémoire. Après la guerre, la France change encore, elle se reconstruit, elle se réinvente. Elle veut vivre, les routes se remplissent, les familles veulent à nouveau partir, les entreprises redémarrent, et l'attraction, elle, est toujours là, comme un survivant qui refuse de quitter la scène. Elle a traversé la tourmente, elle a encaissé, elle a roulé quand tout manquait, et c'est précisément ça qui la rend célèbre. Elle a prouvé qu'elle pouvait durer, le marché, alors, la regarde autrement. Ce n'est plus la voiture étrange d'avant-guerre, c'est la voiture solide, la voiture sérieuse, la voiture qui a fait ses preuves. Dans une France qui veut de la fiabilité, l'attraction devient un repère. Les garages la connaissent, les mécaniciens apprennent ses secrets, les pièces circulent. Elle devient presque un écosystème. Et c'est là qu'un troisième twist se produit. L'attraction est à la fois moderne et familière. Moderne dans sa conception, familière dans sa présence quotidienne, c'est rare. Beaucoup d'innovations vieillissent mal, parce qu'elle reste bizarre. L'attraction, elle, devient habituelle, presque domestique, sans perdre son aura. Comme un couteau de cuisine parfait, on s'en sert tous les jours, mais on sait qu'il est exceptionnel. En ville, elle garde cette élégance basse. À la campagne, elle avale les kilomètres, elle devient taxi, voiture de famille, voiture de professionnel, et en même temps, elle garde une image presque cinématographique. Une traction, même garée, raconte déjà une histoire. Elle n'est pas neutre. L'industrie du spectacle s'en empare. Les polars adorent sa silhouette. Les films d'époque l'utilisent comme un raccourci visuel. Vous mettez une traction dans une scène, et immédiatement, le spectateur comprend le ton. Sérieux. Tension. France. Une Peugeot ou une Renault de l'époque peut être une voiture. Une traction devient un signe. Et l'exploitation réelle suit la même logique. La traction gagne sa réputation sur route. Elle est réputée pour sa tenue, pour sa capacité à maintenir un rythme, pour le sentiment qu'elle ne vous lâche pas. Elle est moins pompier que certaines voitures hautes qui se tordent, plus posée, plus sûre. Les conducteurs parlent de la sensation comme d'une révélation. Elle colle, elle tient, elle ne flotte pas. Et ce vocabulaire du contact, presque charnel, est important. On ne parle pas seulement de performance, on parle d'un lien. Mais attention, une légende n'est jamais un simple conte glorieux. Elle a besoin d'aspérité, d'ombre, d'histoire où l'on se contredit. L'attraction traîne aussi l'image du risque, du jeu dangereux, de la voiture des gens pressés, des gens qui veulent aller vite. Et quand une voiture devient associée à des vies intenses, elle attire ceux qui veulent cette intensité. Elle devient l'outil idéal pour les longs trajets rapides et pour les fuites, pour les rendez-vous secrets et pour les poursuites. Pour les gens ordinaires et pour ceux qui vivent en marge, le même objet, deux mondes, et c'est là que l'attraction devient vraiment française.
Parce que la France adore les symboles qui contiennent une contradiction. Le chic et le sordide, la lumière et l'ombre, la République et ses nuits. Peu à peu, le marché cesse de tester l'attraction, il l'adopte. La voiture se vend comme une évidence, elle devient une sorte de standard de prestige discret. Pas nécessairement ostentatoire, mais reconnaissable. Ceux qui savent, savent. Une traction, ce n'est pas « je suis riche », c'est « j'ai du goût et je veux du sérieux ». Et le temps passe. Année après année, elle continue. On l'améliore, on la décline, on la fait durer. Et ce fait, déjà, est extraordinaire. Elle traverse les époques, elle traverse les goûts, elle traverse les modes. Dans un monde où la nouveauté chasse la nouveauté, l'attraction reste parce qu'elle est devenue plus qu'un produit, une solution. Puis arrive le moment où l'on comprend que l'attraction est devenue célèbre d'une manière que Citroën n'avait peut-être pas totalement anticipée. Elle est devenue un personnage collectif. Ce n'est plus seulement la voiture de Monsieur Untel, c'est l'attraction, comme on dirait le béret ou le bistrot. Un élément du décor national. Et dans ce décor, il y a une sensation presque physique. L'attraction représente une France qui se redresse, une France qui avance, une France qui veut être moderne et élégante. Mais elle représente aussi la France, qui a connu les ruelles humides, les nuits lourdes, les histoires qu'on raconte à demi-voix. Vous vous souvenez de mon tout premier tableau, derrière la boucherie, l'odeur, la trace brune, la main graisseuse? Ce n'était pas gratuit. L'attraction, c'est ça. Une beauté basse, lisse, et des souvenirs qui collent dessous, comme de la boue sèche qu'on ne peut jamais vraiment gratter. Et maintenant, il reste la dernière métamorphose, celle où l'on quitte l'histoire d'une voiture pour entrer dans l'histoire d'une industrie. Parce qu'après avoir conquis la route et l'imaginaire, l'attraction va laisser quelque chose de plus grand qu'elle. Une manière de penser l'automobile, une manière de construire, et une lignée de rupture qui mènera à d'autres folies géniales. La question finale devient alors, qu'est-ce que l'attraction a changé pour toujours? Et pourquoi, presque 70 ans plus tard, elle continue de hanter le cœur français? À un moment précis, sans que personne ne puisse mettre une date exacte dessus, l'attraction cesse d'être un modèle et devient une mesure, une règle non écrite. Comme si, dans l'esprit des gens, il y avait désormais deux époques, avant et après elle. Et ce basculement, il ne vient pas seulement de sa silhouette basse ou de son aura de polar. Il vient de quelque chose de plus profond. Elle a changé la grammaire de l'automobile. L'attraction a prouvé qu'une voiture pouvait être pensée comme un tout, pas comme un empilement. Avant elle, beaucoup de véhicules ressemblaient à une addition. Châssis, plus carrosserie, plus mécanique, plus compromis. Avec elle, Citroën impose une idée presque arrogante. La voiture doit être un organisme, une coque qui porte, une architecture cohérente, une tenue de route conçue dès le premier trait de crayon. Et ça, l'industrie l'entend. Même les rivaux qui font mine de rire regardent, en silence, parce qu'ils comprennent le danger. Si le public s'habitue à cette stabilité, il ne reviendra pas en arrière. C'est là que l'héritage commence à se répandre, comme une tache d'huile. Une tâche noble, cette fois. La carrosserie monocoque, la recherche de rigidité avec un poids maîtrisé, l'abaissement du centre de gravité, toutes ces idées deviennent, progressivement, des évidences du futur. L'attraction n'invente pas tout à elle seule, mais elle le rend crédible à grande échelle, sur des routes réelles, dans des mains réelles. Elle transforme la modernité en expérience quotidienne. Et l'industrie, dès qu'elle comprend qu'une innovation peut être vendue et vécue, s'en empare. C'est une leçon brutale. La technique n'a de valeur que si elle devient un réflexe. Mais l'héritage de l'attraction n'est pas qu'une liste d'innovations, c'est une culture. Une manière française d'oser, faire un saut en avant, au risque du scandale, au risque de l'échec. Et ensuite, tenir, corriger, renforcer, apprendre, mais ne pas renier. Cette obstination devient presque une signature Citroën. Et si vous connaissez la suite de l'histoire, vous sentez déjà la ligne invisible. Traction, puis d'autres audaces, d'autres ruptures, d'autres voitures qui diviseront avant de séduire. Parce que l'attraction a légué quelque chose de psychologique. L'idée qu'une voiture française peut être en avance,
qu'elle peut être plus qu'un produit correct, qu'elle peut être une proposition, un geste artistique industriel, et pourtant, voici un twist plus intime. Ce qui a rendu l'attraction culte, ce n'est pas seulement ce qu'elle a apporté à l'industrie, c'est ce qu'elle a fait au cœur des gens. Elle s'est insinuée dans la vie française, comme un meuble familial. Elle a servi à naître, à aimer, à fuir, à travailler, à enterrer. Elle a été témoin de tout, et un témoin finit par devenir un membre de la famille, même si on ne prononce pas son nom. Dans les années d'après-guerre, quand la France recolle ses morceaux, l'attraction continue d'être là, non comme une nouveauté, mais comme une valeur sûre. Elle devient la voiture de ceux qui veulent avancer sans tricher, avec la peur. Et ce détail est important. La France, après les années noires, veut du concret. Elle veut des objets qui fonctionnent. L'attraction, en survivante, devient une sorte de talisman mécanique. Si elle a tenu jusque-là, elle tiendra encore. Puis, inévitablement, le temps la rattrape. Les attentes changent, les formes évoluent, les technologies se diffusent, et l'attraction glisse lentement du présent vers le passé. Mais elle ne tombe pas dans l'oubli, comme tombent les voitures ordinaires. Elle se fige dans l'imaginaire, comme un personnage que l'on refuse de laisser mourir. Pourquoi? Parce que son identité est trop forte, parce qu'elle n'a jamais été neutre. Et c'est ici que la dimension culte prend toute sa force. En France, une icône n'est pas seulement admirée, elle est racontée. Elle vit dans les récits, or l'attraction est un générateur de récits, une machine à narration. On la reconnaît au premier regard. On la relie immédiatement à une époque, à une atmosphère, à une tension. Elle est si associée à la France qu'elle devient presque un décor mental. Quand vous imaginez une rue française des années 30 à 50, il y a de grandes chances qu'une traction passe quelque part dans votre tête, et là, la boucle se referme sur quelque chose de troublant. L'attraction est culte parce qu'elle porte une double image. Et cette double image est profondément française. D'un côté, c'est la modernité, l'élégance, la rigueur technique, la route maîtrisée. De l'autre, c'est l'ombre, la guerre, les ruelles, les polars, les hommes pressés, les secrets. Elle a été la voiture des familles et la voiture des nuits, une même carrosserie pour deux mondes. Et dans un pays qui a vécu l'ambivalence historique, ce genre de symbole colle à la peau. Regardez-la, basse, stable, presque sûre d'elle. Elle ne crie pas, elle n'a pas besoin. Elle impose une présence, et cette présence, c'est un langage. Je suis faite pour durer. Une promesse que beaucoup d'objets modernes n'osent même plus prononcer. Sur le plan industriel, son héritage se lie comme une chaîne de conséquences. Elle pousse les constructeurs à prendre au sérieux la tenue de route et la conception globale. Elle participe à l'idée que la structure, l'équilibre, le centre de gravité ne sont pas des détails d'ingénieurs, mais des arguments de vie. Elle montre que l'innovation peut devenir un style national. Et surtout, elle donne à Citroën un ADN, celui de la rupture, du risque, de la forme différente, de la solution inattendue. Mais sur le plan culturel, elle fait encore plus. Elle devient un objet de mémoire. Les clubs se forment, les passionnés la restaurent, la bichonnent, la font rouler comme on fait revivre un ancêtre. On ne restaure pas une traction uniquement pour se déplacer. On la restaure pour réentendre quelque chose. Le son du moteur, l'odeur de l'habitacle, la sensation de glisser sur la route, comme si, en la conduisant, on touchait le passé sans se brûler. Et maintenant, revenons à ce tout premier tableau. Derrière la boucherie, l'odeur de pluie, la trace brune, le moteur qui tousse, puis s'éveille. Ce contraste, c'était déjà toute l'attraction. Une beauté qui peut vous satisfaire parce qu'elle est exactement ce que vous venez. Chercher la légende française sur roue, et en même temps une beauté qui dérange parce qu'elle a roulé dans des moments où l'histoire n'était pas propre. C'est ça, le culte. Un objet qu'on aime, mais qu'on n'ose pas réduire à une simple nostalgie. L'attraction avant n'est pas devenue culte en France parce qu'elle était seulement une bonne voiture. Des bonnes voitures, il y en a eu. Elle est devenue culte parce qu'elle a été un choc, puis un compagnon, puis un symbole. Parce qu'elle a prouvé qu'on pouvait faire du futur avec du métal, et qu'elle a ensuite porté ce futur sur des routes qui, elles, n'avaient rien d'idéal. Et si, aujourd'hui encore, elle fait tourner les têtes, ce n'est pas seulement pour sa ligne. C'est parce qu'elle transporte une sensation rare.
celle d'un temps où une entreprise a mis tout son destin sur une idée, où une voiture a failli tout coûter, et où, malgré les défauts, malgré les peurs, malgré l'ombre, elle a gagné le droit d'entrer dans la mythologie nationale. Quand une traction passe, ce n'est pas juste une voiture ancienne, c'est un morceau de France qui roule.